Je suis là, moi, pour porter la parole touristique d'Emmanuel Macron. Vous dire, peut-être aussi comme la personne qui m'a précédé, que Emmanuel Macron n'a pas dit et ne dira pas que le tourisme est priorité nationale, parce qu'on a beaucoup de sujets, donc c'est pas la peine de se mentir. Moi, je veux être franc avec vous ce matin. Donc, on a un enjeu. La priorité nationale, c'est redresser le pays, le faire rebondir. Et ça touche l'ensemble des secteurs. Le tourisme, la politique maritime, la politique énergétique. Et vous allez voir, vous êtes aussi intéressé par bon nombre de mesures transversales proposées par Emmanuel Macron. Donc ça, c'est un premier point. Donc nous, on va fonctionner de la sorte. Donc je vais vous donner 2-3 mesures qui vous intéressent. Le droit à l'erreur. Qu'est-ce que le droit à l'erreur proposé par Emmanuel Macron? C'est un droit qui vous sera alloué. Donc je parle ici pour les personnes qui sont des patrons et parfois des salariés aussi, dans vos relations avec l'administration. Par exemple, on sait, pour ceux qui ont des restaurants ou des hôtels, qu'en saison, parfois on oublie pendant 48-72 heures de déclarer un salarié. Et tout ça peut vous créer beaucoup de difficultés pour pas grand-chose. Donc cette chose-là, par exemple, du quotidien des gens qui vivent du tourisme, on va faire en sorte qu'on arrête d'embêter les gens pour des petits trucs. Et surtout, ce sera l'administration de prouver la mauvaise foi de l'opérateur économique. Un point important, aussi la problématique des normes. Vous êtes un secteur, on parlait tout à l'heure du problème de la transmission. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour les transmissions? On va essayer de proposer un moratoire pendant 5 ans pour les reprises. Parce qu'on voit très bien qu'il y a beaucoup de petites boîtes, PME, TPE, dans le domaine restauration, hôtellerie, qui n'arrivent pas à survivre parce qu'au moment de la transmission, la personne nouvelle se retrouve avec les jambes coupées parce que, parfois elle a du mal déjà à trouver des financements, et secondo, elle va devoir faire une mise aux normes qui va parfois coûter plus cher que le prix de la reprise, soit du fonds de commerce ou du fonds et des murs. Donc là, on a des vrais sujets. Donc vous voyez, ça, c'est des mesures transversales, problématique des normes, problématique de la transmission qui n'est pas que valable pour la question de l'hôtellerie, droit à l'erreur, baisse de charges salariales, c'est annoncé, donc transformation du CICE, c'est comme une enveloppe budgétaire conséquente. Donc le secteur du tourisme sera aussi embarqué dans l'ensemble de la politique économique proposée par Emmanuel Macron. Très bien. Alors, comme pour les autres candidats, vous allez avoir 5 points qui vont être débattus. Le premier, c'est la gouvernance du tourisme, le pilotage. Souhaitez-vous le maintien du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international tel qu'il est, incluant le tourisme? Souhaitez-vous un véritable ministère du tourisme à part entière? Un monsieur ou une madame tourisme en France? Quelle est votre position sur cette gouvernance de ce secteur? Bon, on va dire Emmanuel Macron, c'est peut-être un des rares ministres, un des candidats qui était en charge d'une partie du tourisme. Donc, il a vécu cette problématique de la division, du portage politique du tourisme en France. Premier point. Second point, je ne peux pas vous dire ce matin quel sera, on va dire, le calibrage ministériel qu'on va choisir. Donc Emmanuel Macron s'est engagé sur un gouvernement resserré, complété, nombre de ministres limité, complété par des secrétaires d'État. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si le tourisme sera rattaché à Bercy ou si on le laissera au Quai d'Orsay. Donc voilà, il faut qu'on regarde, parce qu'il y a aussi d'autres ministères, parce qu'on parle toujours de Quai d'Orsay, Bercy. Moi, j'ai fait un petit peu de travail, et on s'est rendu compte que quand on évoque les colonies de vacances, notamment, on se retrouve avec d'autres ministères, les jeunesses et les sports, l'éducation nationale. Donc parfois, on peut aller jusqu'à 5 ministères en charge d'un portage d'une politique publique. Donc on a un problème de transversalité, d'arbitrage, qu'il faut absolument, il faut solutionner pour qu'on puisse avancer. Moi, je suis d'avis, parce que j'ai la même problématique sur d'autres sujets que je suis pour Emmanuel Macron, qu'il faut peut-être qu'on envisage une personne. La question, c'est quels moyens vous lui donnez. Parce que vous savez qu'on a toujours des guéguerres dans notre administration, dans les décrets d'attribution des compétences des uns et des autres. Donc c'est bien beau de dire nous aurons un homme ou une femme tourisme, mais s'il n'a pas de moyens, vous serez simplement cantonné à le voir dans vos salons, dans vos conventions, mais il ne pourra pas faire grand-chose. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met en place une direction du tourisme forte qui peut prendre ce qui a été très bon chez Fabius notamment,
qui prend aussi l'expertise qui existe à Bercy. Donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Et pour l'instant, vous savez, il y a beaucoup de sujets sur la table. Ça, c'est des questions d'arbitrage. On fera ça dans la dernière ligne droite, si vous me permettez. Très bien. L'image de la France, l'attractivité de la France, la compétition face à d'autres pays qui attirent les touristes ou d'autres grandes capitales, comment faire, et notamment sur la question de la sécurité, pour améliorer cette image, pour améliorer réellement la sécurité des touristes étrangers. Que fait-on? Alors moi, vous avez dit que je viens d'une circonscription un peu exotique au regard du modèle politique français. Donc l'Espagne, Portugal, et je connais quelques visages ici. Je salue Michel Durieux, avec qui j'ai longuement discuté et fait un bout de chemin auparavant. Moi, j'ai vécu jusqu'à 10 ans au Portugal, donc à Lisbonne. J'ai vu le boom du tourisme. J'ai vu aussi ce qui s'était passé en Espagne. J'ai vu les chiffres espagnols concernant, on va dire, la moyenne dépensée par un touriste en Espagne. Je fais partie de ceux qui étaient très intéressés par la note de Jérôme Bonafont à Fabius à l'époque pour expliquer les différences entre notre système, peut-être intéressant en volume, mais pas nécessairement en chiffre d'affaires quand on regarde sur combien dépensent les touristes quand ils passent chez nous. Donc ça, il faudra qu'on adresse ça. Donc la promotion, on a un outil qui s'appelle Atout France. Certains nous le disent sous-doté. Il faudra qu'on regarde. La question, c'est comment vous le financez. Donc, on a la taxe de séjour. Vous avez vu que c'est toujours un peu touchy de discuter fiscalité locale. Donc, la taxe de séjour, c'est une des rares ressources qui, aujourd'hui, est encore aux mains des collectivités ou des maires. Donc, on ne pourra pas trop toucher et on ne va pas toucher à ça. On est en train de faire expertiser quelque chose, une taxe tourisme, pour compléter le budget de promotion de la France. Donc, je vais vous expliquer, rassurez-vous. On expertise. Je n'ai pas dit que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Mais on a un sujet. On regarde combien on consacre à la promotion touristique française. Donc il y a des ratios qui existent. On est toujours très loin de ce qui se fait en Espagne, notamment, en Allemagne ou aux États-Unis. Donc il faut qu'on s'interroge. La question, c'est comment on fait. Donc il y a une possibilité de chercher. C'est ce que j'ai proposé à Emmanuel Macron. On est en train de regarder, il n'a pas encore arbitré sur cette question-là, de faire une taxe basée sur les grands musées nationaux, les grandes attractions nationales, genre Disneyland, par exemple, les grands parcs d'attractions, les remontées mécaniques, pour qu'on puisse compléter le budget d'Atout France et améliorer cette promotion. Alors vous allez me dire, mais il y a peut-être des sous à prendre au niveau des syndicats de promotion touristique, d'interco, de départements. Écoutez, moi je suis, après le Portugal, je me suis installé sur le bassin d'Arcachon. On vient de lancer la marque locale, bassin d'Arcachon. Donc je peux vous dire, aujourd'hui, allez essayer, et vous voyez tout le monde se débat dans les transferts de compétences avec la loi NOTRe, allez essayer de rediscuter une nouvelle fois la mutualisation de ces crédits qui sont parfois peu nombreux au niveau des départements et des intercos. Je pense qu'on se met nous-mêmes en difficulté. Par contre, je pense que pour la promotion internationale, il y a un enjeu à vraiment faire beaucoup plus en termes de synergie entre les grandes régions, qui ont dorénavant une puissance de feu conséquente, et l'opérateur national. Très bien. Troisième... Et je ne vous ai pas répondu sur la sécurité. Pardon. C'est vrai. Allez-y. Écoutez, la sécurité, ça ne concerne pas que les touristes. Donc ça, on a un sujet. On a un problème à Paris, parce qu'on voit très bien les méfaits, là, quand on a vu ce qui s'était passé en Seine-Saint-Denis, avec des vidéos YouTube qui sont maintenant disponibles en Corée et en Chine, visionnées par plusieurs centaines de millions de personnes. Ça ne nous fait pas de la publicité, ça c'est clair. Donc il faut absolument qu'on sécurise cette partie-là. Donc nous, on s'est engagé, pas simplement pour les touristes, mais à l'embauche de policiers. Il faut peut-être qu'on regarde aussi pour développer des coopérations un peu plus avec le secteur privé, pour éviter la problématique du liquide chez certains touristes sud-asiatiques, pour qu'on puisse développer un monéo spécial touristique, des choses comme ça. Il y a des solutions techniques qui existent. Ça, on ne pourra pas faire ça seul. Il faut aussi qu'on travaille avec les opérateurs, notamment, qu'on regarde, qu'on avance sur le fameux Roissy Express aussi, pour très vite ramener les touristes en centre-ville de Paris et éviter la problématique de la banlieue. Par contre, on ne peut pas non plus laisser ces territoires en déshérence. Donc ça fait partie d'un plan global
de sécurité publique, et le tourisme, le secteur du tourisme peut en bénéficier, mais comme je vous disais en introduction, c'est des sujets qui sont totalement transversaux. Merci. Troisième grand point, la question de l'emploi touristique et la question aussi de l'ubérisation de l'économie touristique. Quelle stratégie face aux géants mondiaux du tourisme, Airbnb et compagnie? Est-ce que vous avez une stratégie? Comment on fait pour permettre aux professionnels français de lutter, d'être à armes égales? Bon. Alors, l'ubérisation, on va commencer par là. Il y a une réalité qui s'est installée en très peu de temps dans le secteur. Ce n'est pas simplement valable non plus pour le tourisme. On le voit sur la question, parce que le mot Uber, il ne vient pas de Airbnb, on ne dit pas Airbnbisation, on dit ubérisation. Donc ça, on a ces problématiques-là dans pas mal de secteurs, notamment dans le transport passager particulier. Moi, je suis d'avis qu'il y a de la place pour tout le monde. 1. 2. La concurrence doit être équitable et loyale. Donc, en termes de fiscalité, tout sera fait pour qu'on puisse mettre les gens sur le même pied. Donc, on rediscutera avec Airbnb, on aidera les villes pour récupérer les taxes de séjour. Donc ça, c'est important. Donc voilà un peu la position qui est la nôtre. Concurrence, oui, loyale et équitable. Donc ça, c'est un premier point. L'emploi touristique. Écoutez, l'emploi touristique, c'est des chiffres quand même qui sont parlants. 2 millions. 2 millions. Donc c'est pas rien. Surtout dans une période un petit peu compliquée de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on prévoit pour l'emploi? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a tout un paquet de mesures de soutien à l'emploi qui ne sera pas, destiné exclusivement au tourisme, mais le tourisme ne sera pas exclu. Donc ça, c'est important de le rappeler, c'est tout le paquet sur le CICE, des baisses de charges. Donc on a ces sujets-là qui vont bénéficier au secteur. On a un besoin de formation, je crois. Donc là, nous, on met sur la table un investissement de 15 milliards de formation. Donc il y aura certainement, c'est des arbitrages qui seront faits, mais j'ai du mal à croire qu'un secteur qui pèse quasiment 8 points dans le PIB, 2 millions d'emplois, soit exclu d'un plan majeur de formation. Surtout qu'on a notamment une grande partie de la jeunesse qui pourrait intégrer les métiers de la restauration, les métiers de l'hôtellerie. C'est des métiers territoriaux, donc on peut travailler là-dessus. Nous, on va travailler sur un instrument, un peu de pilotage sur les bassins, notamment, je prends un exemple, sur la question de l'économie maritime, littorale, pour dire le mot. On voit très bien, et je pense qu'en termes de tourisme, le littoral français est quand même assez marqué, qu'on a très peu de discussions sur les formations locales en termes de bassins, des besoins. Donc ça, nous allons mettre ça en place, un outil, un petit peu de gouvernance, pour qu'on puisse avancer. Mais je vous répète, 15 milliards mis sur la formation. Il y a la question des saisonniers, dont on parle pas assez. Donc il faudra qu'on regarde. Par exemple, je sais qu'il y a des velléités qui circulent, donc on est en train de regarder ça sur des assouplissements à la loi SRU pour qu'on puisse construire notamment des résidences pour les saisonniers, peut-être pas 20% pour remplacer totalement les problématiques de la loi SRU, mais on voit très bien qu'il y a une pression sur certains territoires où on n'aura pas de logement social. On n'aura pas. Donc moi, je faisais le tour des mairies la semaine dernière pour regarder un petit peu. J'ai certaines communes, sur le bassin d'Arcachon, où il y a 4% de logements sociaux, par exemple. Donc les gens payent, et on a en même temps un problème majeur pour l'hébergement des saisonniers en saison. Donc ça, il faut qu'on regarde ça sérieusement, en termes comment on peut mettre le pied à l'étrier, comment on peut aider certaines résidences existantes à se transformer notamment en foyer pour les saisonniers d'avril à octobre. Donc ça, il faut qu'on puisse regarder ça de manière sereine. Deuxième point, nous, on propose un système de micro-franchise pour les salariés, avec une mise en relation directe via un portail avec les employeurs, saisonniers principalement, pour qu'on puisse avancer sur cette question-là. Moi, ce que j'ai vu, et par exemple, quand je vous parlais de mesures transversales, quand j'ai pu discuter avec certains syndicats d'hôteliers, de cafetiers,
sur la question des prud'hommes, qui intéresse certains d'entre vous. Notre politique globale sur cette question-là, sur la visibilité qui sera donnée aux entreprises en cas de conflit au prud'homme, c'est de la stabilité. Donc on se dit, et c'est notre discours, en tout cas c'est notre analyse aujourd'hui, qu'en donnant de la visibilité au monde des employeurs, on aura en contrepartie aussi, c'est très valable pour les petites sociétés, de l'embauche beaucoup plus facile. Parce que quand on a une société avec 4 ou 5 salariés, on ne peut pas se permettre de se mettre en danger si vous avez un conflit au prud'homme qui peut vous emmener sur 29, 40, 60 000 euros de dédommagement. Donc du coup, on voit très bien qu'il y a une crispation sur cette question-là. On a essayé de pousser ça dans la loi Macron. Bon, franchement, vous avez vu, on n'a pas abouti, comme on dit poliment, mais c'est une question qui est extrêmement importante pour la grosse partie du secteur de l'hôtellerie, cafetier, restauration, où on est vraiment dans ce cœur de cible-là, donc entre 2, donc un couple souvent, jusqu'à 10-15 salariés par établissement. Justement, c'est l'autre grand dossier, c'est celui de la simplification, de la fiscalité. Comment vous gérez ça avec les PME du tourisme en particulier? Quelles mesures vous pourriez prendre pour faciliter leur travail? Écoutez, la fiscalité, c'est pas valable que pour le secteur du tourisme. Hein. Excusez-moi, c'est un sujet majeur. Ce que nous, on prend comme engagement, pour l'ensemble des secteurs, c'est donner de la visibilité. Donc, par exemple, vous n'êtes pas concerné au premier chef, mais la question de la fiscalité carbone, dont on a besoin, on s'engage à mettre le pays sur une trajectoire dès le premier texte budgétaire, donc en octobre. Je ne pense pas que nous procéderons avec un texte rectificatif en juillet. Donc ça, ce principe de visibilité, stabilité, c'est quelque chose sur lequel Emmanuel Macron s'est engagé. Simplification. Simplification, mais je vous répondais à la fiscalité. Ça, c'est important. Parce que je peux vous dire, moi j'ai vécu 5 ans, un nombre incalculable de votes budgétaires. Ça n'a pas toujours été simple pour les secteurs avec lesquels je travaillais. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous serons extrêmement vigilants. Quitte à casser quelques cultures administratives, notamment dans un ministère enjambant tout pot de la Seine, Bercy. Parce qu'il va falloir aussi assumer cette bataille culturelle avec la haute administration française. Ce que nous ferons. Sur la simplification. Alors moi, vous savez, j'ai fait quelques rencontres pour préparer le programme d'Emmanuel sur le tourisme. Et je suis toujours surpris, chaque fois que je parle de simplification, moi je vous avoue franchement, je suis un peu naïf, j'y ai cru. Donc du coup, quand on me dit « mais c'est super votre truc, là, vous avez simplifié », ouais, alors moi je croyais, j'ai essayé de le faire dans quelques lois que j'ai portées. Sauf que nous, on se retrouve sur le terrain avec 50 normes en plus. Bon. Donc du coup, on a peut-être inventé un nouveau mot, simplification, je sais pas, quelque chose comme ça, un truc des deux. Donc ça, il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on arrête de mettre des parpaings dans le sac à dos de l'économie française. Et c'est pas simplement valable pour la question du tourisme. C'est encore plus valable. Moi, quand je discute avec le groupe Accor, qu'on m'apprend qu'on n'aura pas de flagship sur la question d'une grande auberge de jeunesse à Paris, alors qu'il y a une grande révolution sur cette question-là, parce qu'on a des problèmes avec une norme ascenseur, je me dis à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Donc ça, je ne sais pas comment Emmanuel Macron compte assurer le portage politique de ça, parce qu'il faudra qu'on ait quelqu'un aussi dédié. Moi, j'ai très apprécié ce qui avait été mis en place, à savoir, vous savez, la codirection entre un politique et un professionnel sur la simplification. Il faut qu'on aille au bout de ça, beaucoup plus vite, je pense, et surtout qu'on s'assure que quand on simplifie d'un côté, ça ne complexifie pas de l'autre. Ça, il faut qu'on puisse s'assurer de ça. Je crois sincèrement que ça, c'est un des vrais verrous de l'économie française. Parce que ce que vous vivez, vous, peut-être de manière plus draconienne, parce que les normes en termes de sécurité, d'hygiène, parfois d'accessibilité sont beaucoup plus prégnantes dans votre secteur, mais on a exactement les mêmes problèmes pour attirer un investissement industriel dans un port français, par exemple. On a exactement le même type de problème. Donc, chacun à son échelle doit pouvoir bénéficier d'un programme de simplification majeur. Et ça avait été chiffré à l'époque. On parlait de plusieurs milliards d'euros chaque année économisés sur cette question-là. Donc il faut qu'on aille au bout de cette logique-là. Je ne sais pas s'il faut embrasser, vous savez, des règles un petit peu
une nouvelle norme, deux normes supprimées, tout ça, mais il faut qu'on fasse une revue sérieuse et qu'on soit, je finirai par là, M. Gosset, qu'on soit à concurrence loyale avec nos partenaires. Moi, j'ai pas l'impression que les hôtels brûlent plus en Espagne ou en Grande-Bretagne. J'ai pas l'impression que les gens soient plus malades en Allemagne ou au Portugal. Donc il faut qu'on puisse tirer le maximum de ça et qu'on ne fasse pas de surtransposition qui est un peu la maladie chronique française. Dernier point, celui des Français qui ne partent pas ou peu en vacances. Comment les aider? Comment favoriser le tourisme en France pour ces catégories sociales défavorisées? Déjà, c'est important de rappeler que les Français sont les premiers clients du tourisme français, suivis des Européens. Alors après, on peut aller chercher des Chinois, des Coréens, demain des Indiens, et peut-être après-demain une grande partie de l'Afrique. La réalité, c'est que 60% des touristes qui fréquentent nos territoires sont français. Donc, on a la question sociale. On travaille actuellement sur la question du pass à 500 €, pass culture, donc avec une possibilité pour les gens de voyager, notamment. Donc, 18 ans, un voyage quasiment obligatoire en France pour découvrir le pays. Donc, ça veut dire faire un petit parcours, aller dans un hôtel, visiter un monument. Il y a la même réflexion avec un âge séparé, 25 ans. Vous savez qu'Emmanuel Macron est un fervent supporter de l'Europe, comme moi. 25 ans, un voyage en Europe. Donc tout ça, on pourrait le combiner avec l'affaire du pass culture dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on ouvre à partir de 18 ans et budgété à hauteur de 500 € par personne. Donc ça, c'est un premier point. Après, on peut dire, je pourrais vous dire, demain, nous partirons tous en colonie de vacances, tous en classe verte. J'en ai discuté avec les syndicats concernés, l'UNAT, pour ne pas les nommer. On a un vrai travail à faire, peut-être d'offres à renouveler, donc ça c'est les professionnels. Et nous, politiques, publics, on a certainement aussi à travailler sur les aides qu'on peut donner à ce secteur-là pour rénover de manière intelligente, durable, la question des résidences, notamment de colonies ou d'accueil, de centres, de CE, des choses comme ça. Parce qu'on voit très bien que cette question du tourisme, notamment qui était téléguidée par les CE pendant très longtemps, est plus du tout d'actualité. Les CE, aujourd'hui, souvent achètent des voyages sur un catalogue pour envoyer leurs ouvriers ou leurs employés en croisière ou à l'étranger. Donc il y a cette question-là qu'il faut qu'on puisse aussi regarder. Donc l'offre, donc nous on fera le nécessaire sur l'aide à la pierre, par exemple, pour la rénovation des résidences concernées. Et j'en profite pour dire qu'on fera aussi une évaluation des dispositifs qui ont été mis en place par Laurent Fabius, qui est quand même le grand ministre du tourisme de ce quinquennat. En tout cas, il a permis de mettre cette question-là sur la table. Nous, on ne va pas du tout faire comme on fait d'habitude. Vous savez, quand il y a un remplaçant, on s'évertue très vite à détricoter ce qui a été proposé par le prédécesseur. Je crois qu'on est en train de crever de ça, si vous me permettez l'expression. Donc là, il faut qu'on soit intelligent. Est-ce que les contrats de destination fonctionnent? On va regarder. Est-ce que le fonds doté de 1 milliard, c'est pas rien, a été utilisé? Comment il a été utilisé? Comment il est ventilé? Quelle est la place des régions? Parce qu'on n'a pas parlé d'aménagement du territoire, pour nous c'est important. Important qu'on puisse, au-delà des 100 millions, et nous on est un petit peu plus ambitieux, on parle de 110 millions d'ici 2022 de tourisme en France, comment on fait? L'Île-de-France ne pourra pas attirer toute seule. Donc il faut qu'on puisse travailler sur des contrats de destination, sur des objectifs avec les grandes régions, je pense. Par exemple chez moi, en Nouvelle-Aquitaine, pareil pour la Riviera, pareil pour la question des Alpes. Donc il faut qu'on puisse travailler sur ces questions-là.